suite du cours de seconde sur le renforcement de l'autorité royale dans le royaume de France. Vous pouvez noter au stylo rouge dans votre cours, grand 2, les conflits religieux dans le royaume de France. Cette partie est faite sous forme de vidéo puisqu'on va faire un cours en prise de notes, c'est-à-dire que je vais vous expliquer sans vous dicter. Je vais donc me répéter plusieurs fois, mais en changeant la tournure, en changeant l'ordre exact de ma phrase pour que vous ne soyez pas tenté de recopier mot pour mot ce que je dis. L'idée est de prendre en note les éléments d'explication de façon simplifiée. Je n'afficherai au tableau, donc à l'écran de votre ordinateur, uniquement les éléments clés. À présent que mon explication est terminée, le titre doit être noté. Je vais donc pouvoir commencer à expliquer. Prenez des notes. La réforme protestante, dont on avait déjà parlé dans le chapitre précédent, touche aussi le royaume de France. Mais à l'inverse de ce qu'on avait vu dans le chapitre 4, en Allemagne, avec la réforme luthérienne, initiée par Luther, en France, c'est une autre réforme. Il s'agit de la réforme calviniste qui touche le royaume de France. Et les adhérents à la réforme calviniste sont appelés au sein du royaume de France les Huguenots. La France donc touchée par la réforme, à travers la réforme calviniste, dont on appelle les membres les Huguenots. Or, si cette réforme a une importance, c'est parce qu'elle ne touche pas n'importe qui. Elle a notamment un certain succès, c'est une partie seulement, mais une partie tout de même, des nobles français, et notamment des grands nobles. On a donc une partie des grands nobles, et donc forcément une partie du royaume, puisqu'ils possèdent des territoires importants, qui adhèrent, plus ou moins, puisque tout le monde n'est pas concerné au sein des territoires et des fiefs des nobles, mais qui adhèrent à la réforme protestante. À côté de ça, une partie des grands nobles n'adhèrent pas à la réforme protestante. Et certains parmi les grands nobles se réunissent pour défendre le catholicisme au sein de la Ligue catholique. Donc d'autres grands nobles se réunissent pour défendre la Ligue protestante, pour défendre la foi catholique au sein de la Ligue catholique. Cette opposition larvée éclate sous forme de conflits, après que quelques massacres aient eu lieu, notamment par certains grands nobles et leurs escortes, qui attaquent des villes protestantes, et notamment qui attaquent des processions protestantes. On a donc, comme je le disais, plusieurs massacres déclenchés par des membres de la Ligue catholique, qui vont déclencher les guerres de religion en France, dont je vous avais ici joint une carte, vous trouverez facilement sur internet, qui vous donne une idée de la division. Attention, il ne faut pas croire que dans les territoires huguenots, tout le monde est protestant, et dans les territoires détenus par la Ligue catholique, il n'y a aucun protestant. Il s'agit du camp qui domine ces territoires. Donc chaque camp s'arme, prend le contrôle du territoire, et d'ailleurs une partie du royaume, comme vous le voyez sur la carte, ne prend pas part au conflit. On a donc, pour ce qu'il faut retenir, les guerres de religion qui commencent, après des massacres à nature religieuse opérés entre des membres de la Ligue catholique et des huguenots. Le roi de France, ou plutôt les rois de France, puisque c'est une fratrie qui va se succéder sur le trône à ce moment-là, n'arrivent pas à mettre fin au conflit avec leur mère, la reine Catherine de Médicis. Je vous note ici la reine Catherine de Médicis, car s'il y a plusieurs rois de France qui se succèdent, la reine mère, elle, reste présente. C'est donc une marque de continuité à cette époque. Je disais donc que durant ces guerres de religion, les rois de France qui se succèdent ainsi que la reine-mère Catherine de Médicis n'arrivent pas à mettre fin au conflit, malgré de nombreuses paix de religion, c'est-à-dire des tentatives par l'autorité royale, puisque c'est tout de même le roi qui décide, même si la reine-mère a une influence importante par sa continuité, des paix de religion où l'autorité royale va essayer sans cesse d'établir des compromis pour autoriser chaque religion et régler tous les petits conflits régionaux. Je résume ce que je viens de dire. Donc, les petits-fils de François Ier, qui sont tour à tour rois de France, accompagnés de leur mère,
la reine Catherine de Médicis, essaye sans succès de mettre fin aux différents conflits, aux conflits issus des guerres de religion, en promulguant de nombreuses paix de religion, qui sont des compromis autorisant à chaque religion et essayant de régler les différents conflits. Mais entre chaque paix de religion, les hostilités redémarrent. Et avec ce conflit qui recommence en permanence, on a progressivement, au cours des guerres de religion, un affaiblissement du pouvoir royal. Un affaiblissement assez important du pouvoir royal. Et ça se manifeste de façon assez évidente. Donc cet affaiblissement du pouvoir royal se manifeste de façon évidente, puisque les différents camps étant menés par des grands nobles français, certains vassaux, notamment des vassaux les plus puissants, vont arrêter de verser l'impôt, ou de le verser systématiquement, et vont lever eux-mêmes des armées privées pour mener le conflit. Je disais donc qu'avec les guerres de religion et le conflit qui redémarre entre chaque paix de religion, l'autorité royale s'affaiblit de plus en plus au profit des grands vassaux qui vont lever des armées privées pour mener la guerre, garder une partie des impôts qu'ils lèvent dans leurs terres pour eux et leur armée privée. Et on peut donc constater en fait 3 conflits qui se superposent. Je disais donc que le pouvoir royal s'affaiblit, notamment par rapport à un certain nombre de grands nobles qui vont prendre de plus en plus d'indépendance, ou se permettre de plus en plus d'indépendance en levant des armées privées. Faute de détailler toutes les phases du conflit, on peut résumer 3 grands éléments, 3 grands conflits qui se superposent. Tout d'abord, premier conflit, le plus évident, celui entre protestants calvinistes, les huguenots, et la Ligue catholique. Donc un conflit purement religieux, comme le nom de guerre de religion ou de conflit religieux peut l'indiquer. Premier type de conflit, un conflit religieux entre catholiques et huguenots, calvinistes si vous préférez. Deuxième type de conflictualité, un conflit entre grands seigneurs. Car comme je vous l'ai expliqué, si ce conflit prend une telle importance et que le protestantisme a un certain succès en France, c'est parce que il a du succès au sein de certains grands nobles. Et on se retrouve justement dans une situation où les grands nobles rivaux sont soit catholiques, soit protestants. Donc, en plus du conflit purement religieux, se superpose une lutte de pouvoir entre les grands princes, entre les nobles les plus puissants, au sein du royaume de France. Enfin, et il ne faut pas l'oublier, puisque c'est quand même le thème du chapitre, le roi, qui n'arrive plus à affirmer son autorité sur les grands seigneurs. Donc 3 conflits, un conflit religieux, un conflit politique entre les grands du royaume, mais aussi un affaiblissement de l'autorité royale face à ces nobles. Dans ces différents conflits, s'il ne faut retenir que quelques événements, il faut parler de la fin du conflit, et notamment du massacre de la Saint-Barthélemy. Alors ce massacre a longtemps fait polémique, mais il semble aujourd'hui y avoir un certain consensus des historiens sur la question. Pour vous résumer ça, ce massacre intervient à la suite d'une tentative de paix, une nouvelle tentative de paix, menée par le roi à Paris, où le roi et sa mère, la reine-mère Catherine de Médicis, dont on a déjà parlé, perd le contrôle de la foule parisienne. Ou plutôt, le roi et la reine-mère font une tentative de paix, en tentant de marier donc la sœur du roi, la fille de Catherine de Médicis, à un des chefs protestants, un certain Henri de Navarre. Donc lors d'une tentative de paix à Paris, le roi et la reine Catherine de Médicis essayent de marier, marient, en effet, ils y arrivent, un des chefs protestants à la princesse de France, la sœur du roi, la fille de Catherine de Médicis, mais des incidents ont lieu lors du mariage, et la reine Catherine de Médicis perd le contrôle de la foule, habilement menée par les nobles de la Ligue catholique, qui vont mener
un massacre pendant plusieurs jours de tous les protestants de la ville. Donc je résume sur la Saint-Barthélemy. En 1572, en 1572, lors d'une tentative de paix, où la sœur du roi de France, la fille de Catherine de Médicis, est mariée à un prince protestant, des incidents ont lieu. Un chef protestant subit une tentative d'assassinat d'un membre de la Ligue catholique, réclame justice. Pour couper court au conflit, la royauté cherche à éliminer définitivement les chefs d'un camp, à savoir les protestants. Les Parisiens entendent ce qui se passe dans la nuit, les murs étant peu insonorisés encore aujourd'hui à Paris. La foule croit que le roi a ordonné la foule bien instrumentalisée, précisons-le, par les nobles de la Ligue catholique, croit que le roi a ordonné le massacre des protestants, de tous les protestants, et ça donne pendant plusieurs jours au massacre de tout protestant ou supposé tel dans Paris. Et le roi et la reine, Catherine de Médicis, sa mère, sont totalement catastrophés. Il perd le contrôle de la situation, et un seul protestant est épargné. Celui qui avait été marié, justement, quelques jours avant, à la sœur du roi de France, à la fille de Catherine de Médicis, parce qu'on ne tue pas en place publique un membre de la famille royale. Malgré le conflit religieux et la perte d'autorité du roi de France sur ses nobles, il y a un respect de l'ordre établi, et il n'est pas de bon ton d'assassiner le beau-frère du roi de France. Néanmoins, on lui fait prêter serment et se convertir au catholicisme de force, le couteau sous la gorge, littéralement, et il est emprisonné à Paris. Néanmoins, après cet événement, le nouveau roi de France, qui a changé, qui est un frère du précédent, toujours un fils de Catherine de Médicis, est assassiné. Le roi de France Henri III est assassiné plusieurs années même, après le massacre de la Saint-Barthélemy. Et l'héritier de la couronne, comme c'était le dernier fils de Catherine de Médicis, vu que les autres sont tous morts de mort naturelle, lui étant mort de mort violente par assassinat, le dernier fils de Catherine de Médicis, étant mort à son tour, l'héritier du royaume de France, est le beau-frère du roi, le chef protestant, converti de force au catholicisme lors de la Saint-Barthélemy, qui avait été marié à la sœur du roi, et qui entre-temps s'est échappé et a rejoint de nouveau le camp protestant. On se retrouve donc dans une situation où l'héritier du royaume est le frère du roi de France, qui fait partie du camp protestant, et qui est opposé à la Ligue catholique, qui pour la première fois n'a plus du tout le contrôle sur le roi. Donc ce puissant seigneur du chef protestant, qui est donc le beau-frère du défunt roi de France et l'héritier au royaume de France, réussit à lever une armée réunissant à la fois protestants, mais aussi de nombreux catholiques. Donc l'héritier de la couronne, ce puissant seigneur, réussit à réunir à la fois les protestants et de nombreux catholiques qui en ont marre de la guerre, marre de la Ligue catholique qui est considérée comme radicale, comme fanatique, et réunit donc une armée importante qui lui permet de vaincre par les armes, après plusieurs années quand même, la Ligue catholique. Ce personnage qui devient roi, ce chef protestant qui devient roi, c'est Henri IV. Henri IV, donc marié à la sœur du roi, de l'ancien roi, devient le nouveau roi de France et rassemble catholiques et protestants, ou du moins une partie modérée des catholiques et des protestants, pour vaincre la Ligue catholique et devenir le nouveau roi de France. Mais pour cela, il y a quand même une petite contrepartie, vu qu'il est le chef du mouvement protestant, pour satisfaire tout le monde et réunifier le royaume. Il se convertit personnellement au catholicisme. Personnellement, pas son armée, pas ses fidèles, pas les autres protestants, juste lui. C'est d'ailleurs de là que vient l'expression « Paris vaut bien une messe ».
Donc Henri IV, chef du camp protestant, héritier de la couronne, devient le nouveau roi de France, par les armes, réunit une partie des catholiques et des protestants, en se convertissant lui-même au catholicisme, et rétablit la paix dans le royaume, tout en promulguant, et c'est important, la dernière paix de religion, la dernière paix de religion du conflit, qui est l'édit de Nantes. L'édit de Nantes, la dernière paix de religion du conflit, est promulguée par Henri IV pour mettre fin au conflit. Cet édit, nous allons à présent la travailler dans le prochain cours.